Mon ex m'a traumatisé. C'est le titre de la vidéo YouTube de l'influenceuse Polska Babinsk. Elle a dépassé 700 000 vues en un mois. La vignette précise, il m'a trompé 18 fois. Je vois, tu donnes dans le putaclic maintenant. Influenceuse, tromperie, tout pour faire des vues quoi. Et t'espères faire autant de vues qu'elle en re-racontant son histoire? Alors, oui et non. Disons que si je fais 1000 fois moins de vues, mais que ça sensibilise certaines personnes, ce sera déjà une très belle réussite. C'est quoi le problème dans son histoire? Qu'il la trompe? Ça arrive pas qu'à des influenceuses, tu sais. Je suis très bien placé pour le savoir. L'adultère, c'est un énorme vecteur de consultation de couple. Seulement, ici, je me pose une question. Est-ce que ces tromperies sont le principal traumatisme? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus grave dans cette histoire? Genre quoi? Elle raconte des trucs encore pires que sur la vignette? Ou alors tu vas inventer des trucs qu'elle n'a pas dit? Je ne vais rien inventer. Je vais même être vigilant à citer ses propos. Seulement, dans son discours, il me semble que la violence va bien au-delà d'une histoire de tromperie. Attends, la violence, c'est un sujet sensible ça. Rien que de l'évoquer pourrait la heurter. Elle ou son ex d'ailleurs. Bonne remarque. C'est pour ça qu'on va utiliser un outil concret, le violentomètre. C'est un outil disponible sur violentomètre.fr. Il a été traduit par l'Observatoire des violences envers les femmes. Il est utilisé par la police pour estimer le niveau de violence d'une relation. Ouais mais t'es pas policier, à ce que je sache. Effectivement, ni policier, ni juge. Et je ne connais de l'histoire que ce que raconte la vidéo, dont le lien est en description. Je fais cette analyse dans un objectif pédagogique et préventif, parce que j'ai l'impression que cette histoire s'y prête. Je n'ai aucune animosité, ni aucun lien avec aucun des protagonistes. C'est une étude de cas passionnante pour illustrer une relation malsaine. Je vois le genre, clandestinité, insécurité, jalousie, trahison, humiliation, emprise, manipulation, parasitisme, scandale. Ça promet. Alors raconte. Alors tout commence par un live TikTok. Polska déteste ça, mais je suppose que ça fait partie du métier d'influenceuse. Donc, elle cède devant l'insistance du public. Elle aime pas le personnage, mais elle fait l'effort de lui parler quand même 5 minutes avant de l'éjecter de son live. Il l'a saoulé, mais il se follow pendant 3 mois. Énorme! Le mec la saoule en 5 minutes, mais il reste en contact. En plus, c'est pas le pire cadre possible pour une rencontre. Effectivement, 1. Elle n'a pas envie de faire ça. 2. Elle le fait sous la pression du public. Et 3. Elle reste en contact malgré une mauvaise impression. Bon, en même temps, tu voulais quoi? Le coup de foudre? Les violons? La flèche de Cupidon? Ah non, rien de tout ça! Mais il faut un minimum d'affinité quand même. La base de l'amour, c'est l'amitié. Ici, rien semble coller entre eux. Ouais, donc c'est mal barré dès le départ. Mais comment ça commence vraiment? Eh ben, 3 mois plus tard, ils se parlent par message. Elle a 22 ans, elle a jamais eu de mec, et elle pense que les garçons ne veulent que son corps. Mais lui, il s'inquiète pour elle. Il lui demande où elle est, il lui dit de rentrer. Ça lui donne un sentiment de sécurité qu'elle a jamais eu. Attends, elle apprécie que le mec la flique et lui dise de rentrer? Genre comme s'il était son père. Exactement. Ce qui pourrait passer pour de l'intrusion, pour toi ou moi, lui donne une illusion de sécurité affective. D'ailleurs, on sent chez elle une faille narcissique profonde. Elle a 1 million d'abonnés TikTok et elle croit qu'elle n'est pas aimable au sens propre, pour qui elle est vraiment. Et genre le mec qui la follow, il sait qui elle est vraiment? Bien sûr que non, mais il semble s'intéresser à elle autrement que pour le sexe. Le résultat, c'est que quand il insiste pour se mettre en couple, elle finit par céder. Par contre, lui ne veut pas l'assumer publiquement. C'est nimp ton histoire. Il veut être en couple, mais en secret. Je suis d'accord avec toi. Être en couple, c'est assumer publiquement une relation. Sinon, c'est un flirt, un adultère, un plan cul, mais c'est pas un couple. Seulement, son concept à lui, sur les réseaux, c'est de draguer en live. S'il dit qu'il est en couple, il perd tout son contenu. C'est un concept? C'est pas plutôt du foutage de gueule? Genre, s'il te plaît, on est en couple, mais mon job, c'est draguer des nanas? D'ailleurs, c'est pro ou c'est pour le plaisir? Je ne connais pas ce garçon et je n'ai aucune idée de ce que lui apportent ces contenus particuliers. Ce qu'en dit Polska, par contre, c'est qu'il est influenceur foot, qu'il vit chez ses parents et qu'il a peu de moyens. Ça aura d'ailleurs des conséquences. Mais pendant les 2 premiers mois, elle veut afficher publiquement leur relation, lui, non. Il continue ses lives de drague
et il dit que c'est juste pour le contenu. Ben voyons, juste pour le contenu, mais qui rapporte même pas de quoi quitter papa-maman. Ça semble pas mature tout ça, ni très honnête. Absolument. Et elle s'en rend compte quand elle lui prend son téléphone un jour. Là, elle voit qu'il parle à d'autres filles en privé. Alors elle lui fait un ultimatum. Soit il arrête ses lives, soit leur couple devient public. Et après beaucoup de pression, il accepte que leur couple soit public. Elle prend son téléphone, elle pose un ultimatum, elle fait pression. C'est pas un peu violent ça? Alors, si on se réfère au violentomètre, te fait du chantage si tu refuses de faire quelque chose, c'est le premier item qui caractérise la violence. Et fouille tes textos, mails, applis, c'est directement le milieu du tableau. Ah ouais, donc c'est elle qui est violente en fait. T'as le droit de le penser, mais on n'est pas tous égaux devant la violence. Le violentomètre est conçu pour lutter contre les violences faites aux femmes, aux jeunes femmes pour être précis. Ah ouais, les hommes et les vieilles, ils subissent pas de violence. Probablement que si, mais je ne connais pas d'outils qui leur soient destinés. N'empêche que ça reste une relation fondée sur un ultimatum et qu'on est déjà rendu sur de l'espionnage de téléphone, c'est pas très sain. Et la drague en ligne alors? C'est où sur le violentomètre? Eh ben, le violentomètre a rien prévu pour la drague digitale. Ni pour la drague réelle d'ailleurs. Ni pour la tromperie en fait. Ah bah ça va, il fait ce qu'il veut alors. Alors, c'est pas parce que l'outil de mesure de la violence ne prend pas la fidélité en considération que c'est sans conséquence. Les victimes d'adultère présentent bien souvent des syndromes post-traumatiques. C'est une blessure psychologique sérieuse. Un syndrome post-traumatique? Comme les victimes d'accidents ou d'attentats? En termes de prise en charge, oui. Après, on n'est pas tous égaux devant les traumatismes. Il y a des rescapés de guerre qui s'en remettent relativement bien et des personnes qui sont traumatisées durablement par un vol à la tire, par exemple. Lorsqu'il y a une tromperie, en tout cas, il y a souvent un traumatisme. Bon, au moins, ça colle avec le titre de sa vidéo. 18 tromperies, j'imagine qu'il y a de quoi être traumatisé. Et ça démarre rapidement, cette collection? Ça dépend de ce qu'on appelle tromperie. Dans sa vidéo, elle parle rapidement d'un premier truc. C'est une influenceuse que lui amène souvent dans ses lives et avec qui il échange des messages de compliments en pleine nuit. Polska va découvrir ça en fouillant de nouveau son téléphone. Du coup, elle pète un câble, ce sont ses mots, et elle le met à la porte avec sa valise. Mais il retourne la situation en disant que c'était juste pour le contenu, une fois de plus. Et ça suffit. Elle le reprend, alors qu'il s'envoie des messages privés en pleine nuit. Oui, elle passe l'éponge. Seulement, elle n'a plus confiance. Du coup, elle crée de faux comptes Snapchat pour le piéger. Fausses photos de profil, faux score, faux historique. En 3 heures, il demande des nudes à cette femme qui est censée être une inconnue. Alors il se fait avoir à chaque fois. Ah ouais, tordu comme relation. Je te pardonne, mais je te piège. Et lui, en détente, il a aucune limite, genre plusieurs fois en plus. Mais attends, si elle le piège plusieurs fois, c'est qu'elle lui pardonne à chaque fois aussi. Alors c'est quoi le but des pièges? Eh ben au départ, c'est de se rassurer, comme quand elle fouille son téléphone d'ailleurs. Mais comme ça prouve qu'elle a raison d'être inquiète, eh ben ça a l'effet inverse. En même temps, c'est sans issue son truc. Même si elle trouve rien et qu'il tombe pas dans le piège, ben ça prouve rien. Il est peut-être seulement assez malin pour qu'elle le détecte pas. Exactement, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Si elle prouve qu'elle a raison, elle souffre. Si elle ne prouve rien, elle continue de douter. En même temps, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Elle va pas lui faire confiance, vu l'historique. Eh ben, paradoxalement, c'est pourtant la seule issue possible. Pour elle, comme pour n'importe quelle personne en couple en fait. Une relation où on se surveille en permanence, c'est une relation où on souffre en permanence. À un moment, la question n'est plus « est-ce qu'il me trompe ?», mais « est-ce que je veux vivre comme ça ?» Être en couple, ça n'a de sens que si ça rend heureux. La confiance, ça peut se restaurer en thérapie de couple. Sans aide, c'est plus compliqué. Une thérapie de couple? Ils en auraient bien besoin ces deux-là. Mais elle l'a pas quitté après tous ces pièges-là? Elle essaye de le quitter. Au début, il la harcèle de coups de fil pendant 3 jours, mais au bout de 3 jours, il s'arrête. Et c'est elle qui rappelle. Ah ouais, c'est connu ça. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Alors oui, c'est une réaction humaine. Mais pour moi, c'est un signe évident d'une relation basée sur l'ego. Si tu me poursuis, je me sens important. Si tu m'oublies, je me sens abandonné. C'est par essence très malsain comme relation. Dans une relation équilibrée, chacun a à cœur de rejoindre l'autre. Ouais, c'est clair que si plus je lui cours après,
plus elle s'éloigne, ça va vite me gonfler. C'est ça, on a envie de réciprocité et de proximité. D'ailleurs, question éloignement, elle est à Paris, lui à Toulouse. Ce qui fait dire à Polska, je n'ai pas la main sur lui. Ah ouais? Pour elle, c'est ça l'enjeu. Avoir la main sur lui. J'imagine que c'est un item du violentomètre, mais qu'elle a l'immunité féminine. C'est l'idée. Avoir la main n'est pas mentionné au violentomètre, mais plusieurs items s'en rapprochent. Est jaloux et possessif en permanence, te manipule, contrôle tes sorties, habits, maquillage, fouille tes textos, mails, applis, t'isole de ta famille et de tes proches. Ce sont autant de façons d'avoir la main sur une victime de violences faites aux jeunes femmes. Encore une fois, lui est un jeune homme, et surtout, ici, Polska nous dit bien qu'elle n'a pas la main, donc elle ne fait pas tout ça. Mouais. Enfin, on a vu que question jalousie et fouille de téléphone, elle est déjà bien dedans, alors que lui, pour l'instant, il est seulement dragueur. Jusqu'au moment où il se met à contrôler ce qu'elle porte ou l'empêcher de partir en vacances avec ses amis. Il lui interdit même de fréquenter son meilleur ami qui est gay. Elle rejette cette interdiction, mais elle n'obtient de le fréquenter que si elle ne l'affiche plus dans ses stories, ce qui pour une influenceuse compte beaucoup. Ça pour le coup, c'est vraiment du niveau contrôle tes sorties, habits, maquillage et t'isole de ta famille et de tes proches. Ah ouais, quand même! Là, il est direct au-dessus de la fouille de téléphone du coup. Mais pourquoi elle accepte ces exigences? Comme elle le dit elle-même, émotionnellement, il avait grave le dessus sur moi. Et ce sera déterminant dans un épisode qui est pour moi le plus violent et de loin. Un jour, elle prend le train pour aller le voir à Toulouse. Presque 5 heures de trajet. Elle leur a réservé un bel hôtel en amoureux. Comme il fait chaud, elle arrive en legging. Quand il vient la chercher à la gare, il lui dit brusquement « Toi et moi, c'est fini. Je me casse, j'ai pas envie de rester avec toi, t'es trop une p***. » Ou encore « C'est fini, je m'en bats les couilles, t'étais en legging, c'est fini. » Parce qu'elle porte un legging, il la traite de p***. On est d'accord que c'est violent là. T'humilies et te traite de fou, folle quand tu lui fais des reproches, c'est l'entrée dans la zone rouge du violentomètre. Et là, elle ne lui fait même pas de reproches, c'est sa tenue qui est en cause. Donc on pourrait aussi rattacher ça à l'item suivant. Pète les plombs lorsque quelque chose lui déplaît. Ils en sont même arrivés à se pousser physiquement, l'un et l'autre, pendant 1 heure une fois à l'hôtel. Et ça, c'est presque le sommet si on considère qu'on est dans te pousse, te tire, te gifle, te secoue, te frappe. Ouais mais là, ils se poussent mutuellement, c'est pas de la légitime défense? Très juste, d'autant qu'elle explique qu'il la pousse pour partir, tandis qu'elle, elle le repousse pour lui imposer sa présence. Dans une dispute qui s'envenime, quitter les lieux avant que ça ne dégénère davantage reste, par principe, la meilleure des choses à faire dans l'immédiat. D'autant qu'en un sens, c'est elle qui a eu le dessus jusque-là, dans la mesure où elle a réussi à l'amener de la gare jusque dans la chambre d'hôtel, en insistant et en le poussant. Elle a eu le dessus sur un bonhomme? C'est une influenceuse ou c'est une catcheuse? Il ne s'agit pas d'un match de catch. Je peux imaginer que s'il avait été déterminé à la quitter, il y serait parvenu dès la gare. Quand elle dit qu'elle l'a forcé à monter dans un Uber, je suppose qu'il s'agit plus de persuasion que de kidnapping. Même chose lorsqu'elle a réussi à le pousser jusque dans la chambre d'hôtel. Ouais, j'ai un peu l'impression qu'il se laisse faire. Soit il est très manipulable, soit il est très manipulateur, non? C'est pas un autre moyen d'avoir grave le dessus sur elle? Difficile de dire à quel point c'est conscient et prémédité. A minima, c'est jouer avec le feu. Elle pourrait décider que c'est la scène de trop. Mais il est possible qu'il soit suffisamment conscient dans son emprise sur elle pour en jouer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois dans la chambre, il semble se désintéresser d'elle. Il mange des chips en regardant un match de foot, alors qu'elle continue de le supplier de rester en pleurant. Ah ouais! C'est pas une torture psychologique? C'est au moins dans le rouge du violentomètre, ça, non? La torture psychologique, non. C'est probablement trop subjectif pour être sur cet outil. S'il est en train de la manipuler, c'est dans le orange, mais c'est impossible de l'affirmer. Par contre, la suite est bien pire de mon point de vue. Elle raconte qu'il l'a regardée comme une merde avant de lui dire qu'il a envie de... Tu parles en geste maintenant. Tu sais plus dire faire l'amour. Faut grandir, tu sais, on est tous issus d'un rapport sexuel. C'est une citation. Mais l'important est ailleurs. Il vient de regarder tout un match de foot en la laissant pleurer. Et là,
il demande ou exige un rapport sexuel dont le consentement pose problème. Attends, t'insinues quoi là? Je n'insinue rien. Je remarque qu'elle dit elle-même qu'elle était au bout de sa vie, que pendant tout l'acte, elle chialait sa grande race et qu'il en avait rien à faire. Je ne sais pas si elle tente d'insinuer quelque chose, mais ce discours ne colle pas avec ma vision d'un rapport sexuel librement consenti. C'est vrai, c'est chaud ça. Carrément, il s'en fout qu'elle pleure, même pendant. Et ça, côté violentomètre, on en est où? Eh ben, selon comment on interprète son discours, ça peut s'apparenter à « me force à avoir un rapport sexuel ». Donc, l'avant-dernier item de l'échelle. Tu crois? Elle n'a pas dit qu'il l'a violée quand même. Non, pas aussi clairement. Mais la force physique est-elle nécessaire pour caractériser une contrainte? Elle venait de pleurer pendant 90 minutes. Elle était dans un état de détresse totale. Il vient de la qualifier de... Il vient de la menacer de rupture. Et c'est dans ce contexte qu'il exprime son désir? Ce qu'elle dit, c'est « il en avait rien à foutre de ses pleurs ». Après l'acte, lui s'est endormi, tandis qu'elle n'était vraiment pas bien du tout. Elle dit aussi « ça m'a un peu traumatisé ». Un peu? C'est que c'était pas si terrible alors. Tu peux le penser. Comme tu pourrais aussi penser que c'est une protection inconsciente contre un véritable traumatisme. Bien avant qu'il n'y ait de tromperie avérée d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que là, on peut plus monter beaucoup plus haut. Il l'a pas menacé avec une arme quand même. Non, heureusement, le reste semble d'ailleurs presque gentil en comparaison. D'ailleurs, je vais accélérer parce que la suite, c'est plus ou moins le même schéma qui se répète. Tromperie, dispute, réconciliation, et aussi les aspects financiers qu'on verra plus tard. D'un point de vue violence, je n'ai rien vu d'aussi grave. Encore heureux, il y a quand même des choses qui relèvent d'une cotation au violentomètre. Oui, par exemple, quand il lui dit au téléphone « Je sais très bien ce que t'as fait, toi et moi c'est terminé ». Il la laisse pleurer au téléphone pendant 30 minutes, avant de dire « C'était juste pour voir si t'avais quelque chose à te reprocher ». Ça, je pense que ça rentre dans « te manipule ». On est dans le orange. Mais ce qui est frappant, c'est que cette scène arrive juste après l'épisode de l'hôtel, comme si la violence avait reculé d'un cran, mais sans jamais disparaître. Oui, finalement, c'est plus ou moins du niveau des faux comptes Snapchat. Et la première vraie tromperie physique, elle arrive quand? Après qu'elle l'ait emmené au Brésil pour son anniversaire. Tout frais payé. Au retour, il occupe seul l'appartement de Polska, qui enchaîne avec un voyage en famille en Grèce. Quelques semaines après, un compte fake sur Instagram lui écrit « Non mais meuf, quand t'étais en Grèce, ton mec et moi, on s'est vus et on a fait des bails. » La fille a des preuves, des messages Snapchat, un reçu Uber. Polska appelle son mec, il lui suffit de nier pour qu'elle le croie. Elle le croit? Sérieusement? Elle dit elle-même, l'information était trop grosse. Elle savait que c'était vrai, mais elle savait aussi que si elle acceptait ça, elle allait s'effondrer. Alors elle a choisi le déni. Et tout reprend comme avant? Presque. Mais pour ne plus avoir peur de ses infidélités à distance, elle propose qu'ils vivent ensemble. Elle quitte Paris pour s'installer dans un village près de Toulouse. Comme elle travaille à la télé à Paris, elle fait les allers-retours en train. Elle achète donc, sur son conseil, une belle voiture pour qu'il puisse venir la chercher à la gare. Quand elle poste une story « Ma première voiture », il lui fait une scène d'1 heure. Il dit qu'elle l'humilie. Elle doit supprimer la story et écrit « Notre voiture ». Ah ouais! Il se sent humilié par sa réussite économique finalement. Mais ça l'apaise d'habiter avec lui? Pas du tout. Elle dit même que cette maison, c'était le début du cauchemar. En son absence, son copain en fait ce qu'il veut. Genre, vie de célibataire avec les copains et les copines. Et ça, Polska le supporte pas du tout. Au point de rentrer en avion par surprise en se faisant porter pâle à son émission de TV. La scène qu'elle décrit de son arrivée est mémorable. Seulement, après 3 heures de dispute, il lui retourne le cerveau et elle dort avec lui comme si de rien n'était. Elle était vraiment à cran pour rentrer de Paris en urgence comme ça. Oui, pour elle, la présence de femmes autour de son copain, c'est une menace existentielle. Elle fera une scène comparable quand il ira faire du karting avec des copains. Et des copines, bien sûr. Ah oui, ça va loin! Il va pas se passer grand-chose sur une piste de karting quand même. Non, mais ça donnera une idée aux copains. Vu le buzz autour de leurs histoires de couple explosives, ils proposent d'en rajouter exprès. C'est comme ça qu'ils partiront en ménage à 3 au Sénégal pour filmer des scènes équivoques avec une amie. Sauf que l'équivoque dépasse bien vite les parties filmées et qu'elle les laisse à 2 au Sénégal
quand elle doit rentrer à Paris. Comme s'ils se disputaient pas assez comme ça. Et elle a appris quelque chose, non seulement sur cette histoire, mais aussi sur 4 autres. Encore une fois, via son téléphone, récupéré sous l'oreiller pendant son sommeil. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui lui fait le plus mal, ce sont les mots d'amour qu'il a échangés avec l'une des 5. Et c'est là qu'elle a rompu? Presque. Elle l'a mis dehors avant d'accepter un câlin de réconciliation. Comme elle le dit, c'est la personne qui me fait le plus souffrir, mais c'est aussi celle qui me console le plus. Un câlin et ça repart. Après avoir découvert 5 tromperies, il a fallu aller jusqu'à 18 pour que ce soit définitif? Non, ça va aller bien plus vite. Mais avant, je vais évoquer rapidement un point qu'elle a développé dans sa vidéo. Elle dit elle-même qu'elle ne sait pas combien elle a dépensé d'argent pour ce garçon. Il y a l'utilisation libre de sa carte Apple Pay, les loyers, les amendes de la voiture, les voyages, les virements pour l'aider quand il vivait en Italie, bref, facilement quelques milliers d'euros. Ah ouais, en plus il lui a coûté cher. Et c'est pas violent de lui piquer du blé? En tout cas, c'est pas un item du violentomètre. Encore une fois, si je vais au bout de l'histoire, c'est pour respecter son récit, mais on a fait le tour des violences répertoriées. Maintenant, la tromperie de trop que tout le monde attend, c'est quand il part à New York en lui refusant de l'accompagner et en invitant une autre fille. Ah oui, là, difficile d'être plus humiliant, quand il lui préfère une autre fille. Mais pourquoi cette rupture-là a été définitive? Parce qu'elle était tellement en colère qu'elle lui a dit qu'elle postait la situation sur les réseaux, et elle l'a fait. Et pour les autres tromperies, elles lui ont été révélées rapidement après qu'elle ait révélé sa rupture publiquement. Donc c'était aussi simple que ça finalement, poster l'histoire et attendre des retours. Au final, on a coché combien de cases du violentomètre? Pour le violentomètre, sous réserve d'interprétation toujours, on pourrait cocher de son côté à lui, te manipule, contrôle tes sorties, habits, maquillage, t'isole de ta famille et de tes proches, pète les plombs lorsque quelque chose lui déplaît, te pousse, te tire, te gifle, te secoue, te frappe, t'oblige à avoir des relations sexuelles. Ah ouais, quand même, 3 oranges, 3 rouges, ça envoie du lourd. Et elle en conclut quoi, Polska? Pour Polska, ça pourrait se résumer à un tableau du positif et du négatif. S'il y a plus de négatif, ça dégage. C'est du bon sens en fait. Ouais, mais ça veut dire que tous les couples en souffrance devraient se séparer? C'est ce qu'elle semble en conclure. Évidemment, ma vision des choses est plus nuancée. Ce n'est pas parce que le couple est une source de souffrance qu'il faut condamner le couple. Il y a énormément d'évolutions possibles avant d'en arriver là. Ouais, je vois, tu prêches pour ta paroisse en fait. Oui, et j'en suis fier. Si je propose des thérapies de couple, c'est que je crois réellement apporter quelque chose. J'ai la chance d'avoir un couple qui me comble depuis 30 ans. J'ai envie de croire que c'est accessible à tous. Ok, 30 ans de couple heureux, c'est pas banal, mais genre là, t'aurais pu les aider? T'aurais fait quoi s'ils étaient venus te voir? Déjà, j'aurais évalué si quelque chose est possible. Tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Parfois, il n'y a plus d'amour. Ou en tout cas, plus des deux côtés. Ensuite, j'aurais cherché à faire exprimer à chacun quelles sont les émotions qui sous-tendent leur comportement. Ouais, c'est du blabla tout ça. Tu vas pas me dire que t'as pas un conseil simple à donner après toute cette histoire. Une thérapie de couple, ça repose sur 10 à 20 séances qui vont durer chacune plus d'1 heure. À côté de ça, la vidéo de 53 minutes de Polska, c'est très limité comme prise d'information. Donc non, j'ai pas de conseil miracle. Ce que je peux dire, c'est que ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est pas les 18 tromperies, c'est la fin. Polska dit qu'elle n'a plus versé une larme pour lui depuis le jour où elle a posté. 3 ans de relation, et le déclic est arrivé d'un coup, définitivement. Elle dit qu'elle est très bien dans sa vie maintenant. Et je la crois, finalement elle s'en est bien sortie. Oui, et c'est peut-être le seul vrai message utile de toute cette histoire. Pas le tableau positif-négatif, pas les faux comptes Snapchat. C'est, on peut traverser 3 ans de relation toxique et s'en sortir. Vraiment. Ouais, c'est bien comme morale. Mais il n'y a pas moyen d'éviter de tomber dans une relation toxique, plutôt que juste s'en sortir? Si, et c'est ce qu'on essaiera d'explorer dans les prochaines vidéos. Parce que reconnaître les signaux tôt, ça s'apprend. D'ailleurs, si vous avez su voir ce type de signe dans une de vos relations, partagez-le en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous, de votre partenaire et surtout de votre lien. À bientôt.